Bonjour à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du lundi 3 janvier 2022. Avant de débuter cette émission, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année, que vous avez aussi bien profité de vos proches. Ainsi, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année et bien sûr de nombreux trades gagnants. Alors, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques avant de débuter. Alors pour cette nouvelle année, eh bien, les marchés démarrent plutôt fort, surtout en Europe, puisqu'on a quand même le CAC et le DAX qui prenaient plus de 1%. On a même ouvert avec un gap haussier, dont un gap quand même mensuel. Attention, encore une fois, généralement, les gaps mensuels sont toujours comblés. Néanmoins, on commence l'année par de nouveaux plus hauts, dopés, j'ai envie de dire, par les performances solides de 2021. Les perspectives toujours encourageantes de reprise économique, continuant quand même de l'emporter sur les inquiétudes liées à la pandémie. Toutefois, attention, les volumes pourraient rester réduits en l'absence d'une partie des investisseurs pour cause de prolongation de la trêve des fêtes. Effectivement, on a le marché londonien qui lui restera fermé pour sa part, et on a aussi d'autres bourses, dont on a eu le marché asiatique, la bourse de Pékin, et il me semble qu'on avait aussi le marché australien. Donc, une séance qui démarre sur une bonne note, mais avec un volume d'échange assez faible pour cette première séance de l'année. Côté macro, ce matin, on a eu la croissance de l'activité manufacturière dans la zone euro qui est restée forte au mois de décembre. Les entreprises industrielles profitant toujours de l'atténuation des tensions dans les chaînes d'approvisionnement. Et l'indice PMI manufacturier en zone euro a légèrement reculé à 58 après 58,4 en novembre, mais encore une fois, il demeure nettement supérieur au seuil de 50, justement séparant la contraction de l'activité et l'expansion de l'activité. Les investisseurs surveillent aussi d'éventuels nouveaux développements dans le dossier du promoteur immobilier chinois en difficulté, Evergrande, qui a annoncé la suspension de sa cotation à Hong Kong sans préciser la raison. Donc, pareil, des risques toujours présents sur les marchés. Pour l'instant, le marché préfère voir le verre à moitié plein, mais les risques n'ont pas disparu pour autant, comme le resserrement de la politique monétaire à venir des banques centrales. Le thème de l'inflation va rester un thème clé en cette année 2022 et bien entendu le dossier un peu épineux qu'est Evergrande, même si globalement l'État chinois devrait sauver la société. Outre-Atlantique, la bourse de New York a fini le 31, la dernière séance de l'année, en baisse quand même, mais tout près de ses records. La dernière séance dominée quand même par la poursuite de la reprise économique et du rebond des profits des entreprises. Globalement, les indices américains affichent des performances positives pour le mois de décembre et aussi le quatrième trimestre. On fera le point justement dans la partie macro pour savoir en fonction des performances précédentes est-ce qu'on peut établir la performance à venir. Mais en tout cas, l'année 2021 se solde quand même par une progression de 18,7% pour le Dow Jones, 26,9% pour le S&P 500 et 21,4% pour le Nasdaq, qui enregistrent en outre leur plus forte progression sur 3 ans depuis 1999. Globalement, l'année 2021 a été un excellent cru sur les marchés et notamment pour les indices, que ce soit européens mais aussi américains. Alors justement, en fonction des performances passées, voici un graphique qui met en avant la saisonnalité sur décembre et janvier. Et historiquement, décembre et janvier ont été des mois
assez fort depuis 1985. Le mois de décembre est validé. Très clairement, on a eu un très beau rallye de Noël. Et maintenant, le mois de janvier est un mois très important pour le marché action. Car on estime tout simplement que le mois de janvier est une période jugée stratégique pour le marché action, car la tendance détermine dans 75% des cas l'évolution des bourses sur l'ensemble de l'exercice. Donc globalement, si on termine le mois sur une note positive, eh bien, tout porte à croire que, en fonction des statistiques passées, les indices devraient terminer l'année 2022 sur une bonne performance, en tout cas sur une performance positive aussi. Donc, un mois de janvier très important, néanmoins, ne vous précipitez pas non plus. Généralement, il est bon de laisser passer la première semaine. Donc, ça peut parfois partir un peu dans tous les sens. Les investisseurs reviennent de plusieurs jours de congé, on procède à de nouveaux arbitrages, pourquoi pas, on fait du tri un peu dans les portefeuilles. Donc généralement, la première semaine sur les marchés, notamment sur le marché actions et les indices, c'est souvent une semaine d'observation pour savoir un peu comment le marché va réagir et comment il va procéder les différents arbitrages pour attaquer l'année 2022. Donc, pas de précipitation sur la première semaine, surtout que la séance aujourd'hui, avec l'absence de nombreux investisseurs, devrait relativement, je dirais pas être assez calme, mais avec peu de volume. Donc, faites du tri, observez certaines valeurs, faites du nettoyage sur vos graphiques et puis commencez à agir d'ici la fin de la semaine, surtout si vous êtes un investisseur action. Enfin, concernant le S&P aussi, là, un indicateur de performance à venir, c'est tout simplement la performance du S&P au dernier trimestre. Et une performance, globalement, quand le S&P 500 enregistre une performance au dernier trimestre de l'année supérieure à 10%, on constate très clairement que le trimestre suivant est généralement porteur. Car effectivement, là, le S&P a gagné à peu près 10% en un trimestre. Et les 17 dernières fois où cela est arrivé en 25 ans, il est quand même à chaque fois monté le trimestre suivant. Vous voyez que ici, les seules fois où il a fait une performance négative, c'était en 2012, et là, à peine négative, quasiment flat, en 2001. Donc là, pareil, un graphique plutôt encourageant pour le trimestre à venir, c'est que les trimestres précédents de 10% ont été assez forts le trimestre suivant, en hausse 15 fois sur 17 en tout. Donc là, pareil, hausse de plus de 10%. Donc, encore une fois, on peut s'attendre à un premier trimestre plutôt encourageant, plutôt positif pour les indices américains, notamment le S&P. Maintenant, comme je vous le disais aussi, il faudra bien évidemment surveiller à la fin du mois de janvier la clôture, car elle aussi donne pas mal d'indications, en tout cas, pour l'exercice à venir. Côté graphique maintenant. Alors, le CAC 40, bien orienté, toujours bien orienté, une belle sortie de triangle qui a été validée sur la fin du mois de décembre. Malgré l'absence de catalyseur, finalement, le CAC 40 fait fi complètement de la situation sanitaire. Je vous avais expliqué lors du dernier briefing des marchés que l'épidémie de coronavirus n'inquiétait plus les marchés, dans le sens où, oui, on avait une flambée des cas, mais celle-ci ne s'accompagnait pas de décès. Au contraire, la courbe des décès s'aplatissait, voire même un léger déclin, ce qui montrait finalement que l'immunité collective, voire le vaccin, était plutôt efficace. Et donc ça, c'est rassurant pour le marché. Résultat, le CAC 40
débute l'année en forte hausse, plus 1,20, néanmoins prudence dans le sens où gap mensuel haussier. Et encore une fois, les gaps mensuels sont quasiment tout le temps comblés. On avait fait la même chose ici, rappelez-vous, début novembre, on était monté et hop, on était venu tout de suite combler le gap. On l'avait comblé, pas dans les séances qui suivaient, mais le gap avait été comblé dans le mois. Donc là, pareil, beau gap haussier. Néanmoins, je m'attends à ce que ce gap soit comblé assez rapidement dans le mois, je pense. Maintenant, d'un point de vue graphique en données hebdomadaires, on est toujours bien orienté à la hausse. Ce canal haussier qui va très clairement cadrer notre dynamique pour l'année 2022. Encore une fois, il y a encore un peu de place, effectivement, si on peut aller chercher un peu plus haut. On a eu une très belle sortie de triangle. Et effectivement, l'objectif, ce serait d'aller chercher les 7500 points, en mesurant l'objectif théorique. Donc, effectivement, pourquoi pas chercher des achats. Néanmoins, je verrais bien un comblement du gap avant de repartir. Des perspectives plutôt bonnes et encourageantes. Un objectif théorique aux alentours de 7500 points. Mais attention, il faudra commencer à se montrer plus prudent à l'approche de la borne haute de ce canal. Vous voyez qu'à chaque fois ici, on a quand même eu des réactions de la part du marché. Donc là, à court terme, ça reste haussier, aucune raison de vendre l'indice, mais mettez en place ce canal haussier qui vous permettra justement de cadrer la dynamique de l'indice et de vous couvrir à l'approche de la borne haute. En données daily, effectivement, voilà, pour avoir mesuré l'objectif de ce triangle, ça donne à peu près 7500 points. On pourrait continuer de monter et venir taper les 7500 points au cours du mois ou dans les semaines à venir. Maintenant, à court terme, payer ici, certainement pas. L'idéal, encore une fois, serait d'attendre un repli pour venir combler le gap. Voilà. Là, on a fait gap haussier en gapant l'ancien plus haut historique. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant, je préférais qu'on ait un comblement du gap, avoir un pullback. Ça permettrait un peu à l'indice de souffler puisqu'il a quand même pris quasiment 500 points en ligne droite en seulement quelques séances. 453 points exactement. Donc, sans respirer. Donc, une petite respiration pour venir combler le gap avec un pullback sur notre zone ici de résistance, à peu près par ici, serait l'idéal pour se repositionner dans le sens du flux. Avec, comme je vous le disais, une poursuite de la hausse. Et pourquoi pas aller chercher les 7500 points dans les semaines à venir. Concernant le DAX, pareil, on a le gap ici à venir combler. Alors par contre, on a déjà eu le pullback. Effectivement, on va quand même basculer d'abord en données mensuelles. Encore une fois, on ne s'arrête pas n'importe où. Puisqu'on a toujours ce canal haussier qui a quand même cadré la hausse de l'indice, surtout à partir du mois de mai, on voyait que ça bloquait. Ça a bloqué de nombreux mois jusqu'à la fin de l'année, ce fameux canal haussier. Et là, de nouveau, on est quasiment proche de la borne haute. Donc, bien évidemment, on peut toujours faire de l'excès, mais vous voyez qu'on n'a jamais réussi à faire une clôture mensuelle au-dessus de la borne haute. Effectivement, une clôture mensuelle au-dessus de ce niveau, eh bien, renforcerait la force acheteuse actuelle et permettrait d'aller chercher de nouveaux records. Et pour l'heure, on est quand même sur un niveau clé sur le DAX, borne haute du canal mensuel. Néanmoins, en données hebdomadaires, on a des signaux assez encourageants. Encore une fois, la cassure Tenkan-Kijun est confirmée. Comme ici, derrière, ça va donner une belle accélération. Et de nouveau, avec un avalement haussier en plus, on avait fait un beau gap. Cassure Tenkan-Kijun, derrière, c'est confirmé. Néanmoins, on a un petit gap sous les pieds. Donc là, pareil, je me montre plus prudent dans le sens où j'ai le sentiment qu'on pourrait venir combler ce gap avant de repartir. Néanmoins, un joli setup haussier.
On avait exactement le même sur le Dow Jones. Il a parfaitement fonctionné, il est toujours vivant. Donc, des perspectives plutôt encourageantes et haussières, encore une fois, pour les semaines à venir. Maintenant, si on affine en données daily, le range, sorti par le haut du range, on est venu faire le pullback. Et là, c'est neutre dans le sens où, oui, il y a un niveau à venir chercher. Pour moi, c'est le comblement du gap de rupture, ici, vous voyez. On est venu le même pas, on n'a même pas réussi à le combler partiellement, mais là, il y a un niveau. Le marché a une mémoire, donc forcément, je m'attends à ce que ce niveau soit comblé aussi, les 16 100 points. Par contre, c'est le gap aussi qu'on a juste sous les pieds. Bon. Pour l'instant, on est sur une séance flux. Encore une fois, si sur le CAC, le marché offre un repli pour venir combler ce gap, eh bien, il faudra profiter de ce repli car la tendance est quand même bien forte, bien haussière. On peut regarder sur toutes les unités de temps, que ce soit 4 heures, daily, horaire. On a un flux haussier. Il y a un flux haussier qui est présent. Aucune raison de vendre, sauf si beau signal et que derrière, ça pourrait permettre d'aller combler le gap. Voilà la seule condition pour vendre. À l'heure actuelle, je trouve que le marché ne faiblit pas. On a eu un gap haussier, c'est parti, on va avoir peu de volume, mais on n'a pas de change de retournement. Voilà, si on a une belle bougie flux, au moins horaire, ce gap-là reste bien entendu un objectif, mais derrière, si vous êtes acheteur et haussier, eh bien, le TP à aller chercher en priorité, c'est les 16 100 points. Mais là, effectivement, on est quand même sur une zone chaude, à savoir notre fameuse résistance, couplée à la borne haute de notre canal haussier. Néanmoins, je pense que le marché va venir combler ce gap. Ici, là, le gap de rupture, le marché a une mémoire. Il aura aussi une mémoire pour le gap qui est ici, le gap mensuel. Mais la dynamique est haussière, les acheteurs gardent la main et si on continue sur cette lancée, le premier objectif à aller chercher, c'est les 16 100 points. Le Dow Jones. Le Dow Jones, un objectif majeur a été atteint. Je vous parlais de ce V-bottom en vous disant que c'était extrêmement haussier sur le Dow Jones déjà en fin de semaine dernière. J'étais plutôt haussier sur l'indice en vous disant aussi que la cassure Tenkan Kijun était confirmée, et ça dès le début du mois de décembre. Petite frayeur ici, mais pas de clôture sous ce niveau, donc validé. Donc celles et ceux qui ont réussi à prendre ici sur pullback, eh bien, j'espère que vous avez pris des bénéfices. Là, actuellement, on a le sentiment qu'on est un peu dans un range en données hebdomadaires, très clairement. Pour l'instant, on a une phase de trading range sur le Dow Jones. Effectivement, on a du mal à casser les plus historiques, mais ça permettrait derrière, on a quand même une grosse phase de stabilisation, mais derrière, ça permettrait de relancer l'indice. Donc pareil, plutôt positif sur l'indice américain. J'aime beaucoup la dynamique, j'aime beaucoup les signaux techniques haussiers qu'on a eu déjà en amont il y a de ça quelques semaines, comme pour le DAX ici, le magnifique cassure Tenkan Kijun. Celles et ceux qui ont réussi à attraper sur pullback avec un stop loss ici ont dû prendre au moins des bénéfices. Maintenant, si on affine en données daily, effectivement, le chandelier ici est pas terrible, d'où mon invitation à prendre quand même des bénéfices sur la résistance historique. Ici, on a clairement une zone de prix. Donc maintenant, il faudra attendre la cassure. Donc, celles et ceux qui ont réussi à se positionner par ici sur le pullback en données hebdomadaires de Tenkan Kijun, eh bien, mise à BE du stop loss, même stop win, vous pouvez le remonter, prise de bénéfice. Maintenant, laissez faire le marché. Pour l'instant, c'est vrai qu'on reste bien orienté à la hausse. Pas d'alerte baissière, bien au contraire, ça reste haussier. Peut-être un marché qui a besoin de souffler. On va aller voir sur les futurs. Et soit essayer de rattraper ce marché sur ce niveau de support ou surveiller une cassure Tenkan Kijun dans le sens du flux. Voilà, ça pourrait être aussi un setup intéressant à surveiller à l'ouverture à 15h30. Mais globalement, comme sur les indices européens,
les acheteurs gardent très clairement la main, ça reste haussier, aucune raison d'être vendeur en l'absence de signaux baissiers ou de catalyseurs. Pour l'instant, les marchés ont envie de poursuivre sur la même dynamique que 2021. Regardons les futurs. Les futurs dans le vert aussi. La caisse sur Tenkan Kijun aussi confirmée sur le futur américain, mais on est sur résistance. Donc, effectivement, on ne va pas s'amuser à payer sur une résistance. Vous voyez qu'on a une zone de prix juste ici. Hop, je vais me mettre un daily. Voilà, on est sur zone. Donc, si vous êtes à l'achat, remontez votre stop, vous avez sûrement pris des bénéfices. Les autres, attendez la cassure pour se repositionner dans le sens du flux. Mais là, on a eu un beau V-bottom, il a très bien fonctionné. Des acheteurs qui gardent la main. Maintenant, en données 4 heures, c'est dommage, on a peu de cassure Tenkan Kijun, ça s'est fait un peu en deux temps ici. On surveillera la cassure Tenkan Kijun sur le Dow Jones en données horaires à 15h30 pour le coup. Là, ça devrait ouvrir avec un gap haussier, à confirmer, voir où est-ce qu'on ouvre. Mais potentiellement sur les cash, on pourra avoir un joli signal. Donc pareil, pas de précipitation pour la première séance de l'année. Attendez 15h30 avant de commencer à trader le Dow Jones. Laissez 15 minutes au marché, le temps de prendre ses repères. Et puis ensuite, eh bien, chercher des setups comme ici, cassure Tenkan Kijun dans le sens du flux, sur le cash ou les futurs sur différentes unités de temps pour profiter de ce trend haussier qui, pour l'instant, ne semble pas s'essouffler. Côté Forex maintenant. Alors, on avait mis des plans en place la semaine dernière, notamment sur les paires en yens. Donc, on va faire le suivi. Ici, l'euro-dollar, on surveillait euro-dollar, GBP USD, NZD yen et euro-yen. Donc, des TP ont été atteints sur NZD yen et euro-yen. L'euro-dollar, je vous disais qu'il allait rien se passer jusqu'à la fin de l'année, qu'on allait probablement continuer à évoluer dans ce range, voire ce triangle. Bon, ça tente de sortir par le haut. Honnêtement, je ne suis pas convaincu. Pour moi, on a un gros niveau. J'attends un peu. Je passerai haussier si on perce le nuage et qu'on clôture au-dessus de la même 50 pour aller chercher un 14,40, un 14,60. Mais là, ma crainte, c'est le bull trap actuellement, vraiment. Et me dire finalement, c'est peut-être pas vraiment un triangle, mais un range. Parce que là, on a quand même un très beau niveau de résistance. Juste ici, on a une belle zone de polarité. Vous voyez les 1,1370. On est venu bloquer, casser, pullback. Et là, une fois, hop, tester une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça casse, mais ça retombe, couplé à la MM50 et le bas du nuage. Donc là, pareil, pas de précipitation, honnêtement, sur l'euro-dollar. Soyez patients, les volumes vont être assez restreints, donc attendons au moins l'arrivée des investisseurs américains, mais pour l'instant, c'est un peu tôt, je trouve, pour mettre en place un plan acheteur sur l'euro-dollar. La condition, la voici, c'est clôture journalière au-dessus de MM50 et percée du nuage. Effectivement, si on clôture au-dessus, pourquoi pas mettre un stop loss par ici pour aller chercher l'oblique et en cas de cassure, 1,1460 et 1,1530. Pour l'heure, ce matin, on était quand même bien rouge et ça ressemblait surtout à un joli bull trap. Ne vous précipitez pas, surtout. Laissez du temps au marché, comme je vous le disais, qui prennent le temps de faire ses repères, d'attendre surtout les investisseurs américains. Pas de raison de vendre non plus, je trouve. En données 4 heures, on n'a pas un signal technique baissier, mais on est sur résistance. La clôture du jour nous donnera quand même pas mal d'indications pour la suite. Mais effectivement, pour ma part, j'ai plutôt envie de chercher des ventes sur l'euro-dollar.
très clairement. Néanmoins, j'estime qu'il est encore trop tôt, j'ai pas de signal, j'ai juste une grosse zone de résistance. Maintenant, j'ai besoin d'une confirmation ou d'une invalidation de mon plan en cas de cassure MM50 et résistance. Dans ce cas-là, j'invaliderai mon scénario et je pense que je passerai haussier pour aller chercher cet oblique et le niveau des 1,1460. Voilà le plan, plutôt un biais baissier quand même, mais ce plan a besoin de se concrétiser et pour l'instant, il n'est pas validé. Le GBP USD, belle sortie de range par le haut, effectivement, on l'avait noté. Même pour les acheteurs ici, rappelez-vous, où il y avait le petit marteau en donné 4 heures qui avait donné un bel avalement. Bon, le premier objectif, c'était ici. Celles et ceux qui ont gardé le trade, je vous disais, je visais au mieux la moyenne mobile 50. Pourquoi pas sur Excel les 1,3460, mais je ne le voyais pas monter plus haut. Finalement, belle reprise haussière du GBP-USD, donc j'espère que certains ont pu en profiter. Peut-être que certains ont même gardé un reliquat. Et quand je vois la configuration, je garde finalement, je pense que le marché peut aller chercher plus loin. Vous voyez qu'on a un beau canal baissier ici. Si vous êtes encore acheteur sur le câble et que vous avez gardé un reliquat, dans ce cas-là, visez les 1,3570, voire les 1,36. Et là, on commencera à surveiller l'évolution des prix pour voir si on n'a pas un signal technique de retournement, pour vendre une deuxième fois, pour se repositionner dans le sens du flux qui est baissier. Mais là, à court terme, on a une belle reprise haussière. Ça reste haussier, trop tôt selon moi pour vendre. On est au milieu de nulle part. Attendons au moins une résistance clé, un niveau clé, plus un signal. Là, plutôt du suivi. Pour moi, j'estime que le plus gros, l'objectif majeur a été atteint. C'était déjà le plat qui jaune ici. En cas de cassure, je visais la 34,60, enfin surtout la MM50. C'est fait. Maintenant, on allait plus loin. J'estime que c'est que du bonus. Vous voyez ici, je bascule en données hebdomadaires, on a un très gros niveau, les 1,36. Voilà pourquoi ça correspond. Alors les 1,36, c'est les plats Kijun hebdomadaires et c'est le niveau des 23,6 de la dernière vague de hausse. Et ça correspond aussi, si on trace notre oblique, à la borne haute du canal. Donc pour moi, on peut aller chercher ce niveau. Enfin, c'est un niveau très intéressant à aller chercher, 1,3570, pourquoi pas sur excès, sur mèche, 1,36. Mais ici, c'est un niveau qui m'intéresse pour vendre à nouveau, pour plutôt chercher une vente. Au contraire, ici on était sur un achat, donc faire un reverse, couper l'achat et démarrer une vente. Encore une fois, sur signal, on a identifié la zone. Maintenant, j'ai beau basculer en données 4 heures, c'est haussier. Voilà. On est soutenu par notre Kijun, ça reste haussier. Laissons faire le marché. Laissons faire la dernière vague de hausse dans cette zone, mais surveillez ce niveau. Ou en tout cas, prenez des bénéfices dès que le marché arrivera sur les 1,3570, 1,36. Et là, pareil, cette semaine, c'est le niveau que je vais surveiller pour vous proposer une stratégie à la vente si le marché nous délivre un joli signal technique baissier. L'euro-yen et le NZD-yen, c'était les plans en place avant que je parte, qui avaient été confirmés, donc objectif majeur atteint. Rappelez-vous, le stop loss était placé juste ici, en données 4 heures. Je vous disais qu'on avait quand même plusieurs choses, plusieurs éléments techniques que je trouvais très intéressants sur cette paire. De vite protéger votre trade si on arrive dans la zone chaude. Alors, on avait ce fameux double creux et derrière, confirmé grâce à l'avalement haussier. Ici, le marteau inversé, l'avalement haussier. Je vous disais par contre, on était dans une grosse zone chaude ici, que ça allait être un gros morceau compliqué à franchir, mais que si ce morceau était passé, je visais bien plus haut que l'objectif théorique. D'où mon invitation à vite protéger votre trade une fois qu'on était dans cette zone. Donc le dernier briefing, je l'ai fait le 27, il me semble. Derrière, le marché n'a fait que monter, on a pulvérisé la zone.
Là, ça se présente plutôt bien. L'objectif du double creux a été atteint, mais je pense qu'il faut garder un reliquat, car le marché a très clairement les capacités d'aller chercher plus haut. En tout cas, ça reste bien orienté. J'aime beaucoup la dynamique, honnêtement. On a cassé des gros niveaux et on peut aller chercher plus haut. Donc maintenant, à vous de voir. Déjà, mise à BE du stop loss ici, voire même un stop win, je pense. On peut remonter son stop ici et le mettre en stop win, prendre ses bénéfices pour ceux qui ne l'ont pas fait, 50% déjà, un peu plus de 50%, 75%, garder un petit reliquat de 25% et espérer aller chercher les 132, 132,50. Voilà, voilà le plan. On pourrait même remonter encore le stop, je pense, en fait, parce qu'on a vraiment une très belle zone. Vous voyez, là, juste ici, cette zone-là, elle est magnifique. Là, tac, tac, tac. Belle zone de polarité. On est au-dessus, on fait le pullback. Donc, effectivement, si on casse la zone et qu'on repasse en dessous, bon, ça pourrait se dégrader. Pour ça que je veux quand même le mettre sous le plaqué jaune, mais mettez votre stop par ici, juste au niveau de la MM50 qui va remonter. Et il faut espérer que ce soit juste un simple pullback et que le marché va poursuivre son ascension et je viserai les 132. Donc, je vais continuer à faire le suivi sur cette paire car ça m'intéresse et il y a une bonne gestion de money management aussi à adopter pour maximiser son ratio risque-récompense sur cette paire. Et on a aussi le même scénario sur le NZD Yen. Alors lui, un peu en retard. Il y avait des conditions à respecter. Je vous disais, oui, on avait ce fameux double creux. Néanmoins, je n'aimais pas le fait qu'on bute sur MM200 et Kijun. Et je vous disais justement d'attendre il y avait deux stratégies. Une stratégie agressive qui consistait à payer dès la cassure de la ligne de coût en donné 4 heures. L'autre d'attendre la clôture daily au-dessus de MM50 et Kijun. Donc là, c'est fait. Donc celles et ceux qui ont réussi à se positionner sur un pullback avec un stop loss sur ce niveau-là, eh bien, on peut commencer à mettre son stop loss à break-even. Pour ma part, je visais cette zone, 79,50. C'est un gros niveau. Là, on bute actuellement sur la même 50. On va basculer en données 4 heures. Donc là, bon point pour celles et ceux qui sont rentrés ici. Certains ont peut-être eu sur pullback. Si on a une belle cassure Tenkan Kijun, bon, on est sur un niveau clé. Pareil, il ne faut pas qu'on recasse notre Kijun. Si vous avez un peu peur que ça retombe, si vous êtes rentré par ici, vous pouvez mettre votre stop à break-even. Effectivement, on a la moyenne mobile 50 daily qui passe, mais l'objectif pour moi, c'est les 79,50. 79,25, 79,50 à aller chercher sur cette paire. Là, on bute sur la MM50, comme je vous le disais. Derrière, on a ouvert avec un gap haussier. Pareil, il ne faudrait pas que ça clôture trop bas, sinon on aurait un avalement baissier. Ça, ce serait un peu dommage, d'où mon invitation à protéger votre trade. Voilà. Si la Kijun 4 heures tient et que le marché repart, eh bien, on prendra les bénéfices à 79, 40, 27, 50, par là, dans cette zone-là. Et si ça retombe, eh bien, au moins, pas de déception. Stopper à break-even et on ira chercher de l'action sur une autre paire. Voilà le tour d'horizon sur le Forex. Maintenant, le gold. C'est encourageant. C'est encourageant malgré une année 2021 très décevante pour le gold qui a clôturé en baisse de quasiment 4%. J'espère que 2022 sera le phénix qui renaît de ses cendres. Très clairement, en tout cas, beaucoup d'opérateurs s'attendent à ce que le gold enregistre une bonne performance en 2022, comme l'argent métal. En tout cas, j'ai vu passer beaucoup au cours de ces dernières semaines
des tweets d'analystes français ou même américains qui, dans leur perspective 2022, voyaient quand même de bonnes performances sur le gold et notamment l'argent métal. Donc, on fera le point aussi sur l'argent métal juste après. Le gold, le bon point, c'est la clôture mensuelle. Donc ça, c'était un élément que je vous disais de surveiller. Cette fameuse clôture mensuelle au-dessus, enfin, de la Tenkan. Donc là, c'est un très bon point. Après quasiment 6 mois à évoluer à l'intérieur de la Tenkan et de la Kijun, le marché s'est finalement décidé. Il nous a fait une belle clôture mensuelle et on bute sur les 1830. Donc là, c'est encourageant pour la suite. J'ai un début de biais haussier. Je trouve que ça se présente bien, en tout cas sur les unités de temps supérieures, c'est très important. Et c'est surtout sur les unités de temps, enfin, plus le signal donné sur une unité de temps, sur une échelle de temps est importante, plus il est fort. Donc là, on est sur une échelle de temps mensuelle. Donc j'accorde énormément d'importance à cette unité de temps. En données weekly, on commence doucement à percer le nuage, mais ici on a un gros niveau à franchir, les 1830. Donc là, si certains d'entre vous sont à l'achat, je vous disais de surveiller le range dans lequel on évoluait depuis maintenant plusieurs semaines, depuis fin novembre. Donc on a eu la cassure par le haut. On teste les 1830. Pourquoi pas sur pullback revenir sur les 1815. Revenir pullbacker en fait, mais ça fait un peu bas. Ce serait pas bon qu'on ait un pullback vers les 1800, je trouve. Je vais dire un pullback ici sur la Tenkan, mais j'aimerais éviter qu'on ait un pullback. Parce que ça ferait revenir un peu bas, 1800, non, ce serait pas bon graphiquement, je trouve, si on revient vers les 1804. Bon, je préférerais qu'on n'ait pas un pullback aussi agressif, si vous voulez mon avis. Et au contraire, qu'on s'arrête plutôt vers les 1814. En tout cas, gros niveau à surveiller. Si vous êtes à l'achat, remontez votre stop encore une fois. Et il faudra attendre la cassure maintenant des 1830 pour espérer une nouvelle jambe de hausse. On est toujours aussi dans un triangle en données weekly. Si on coupe un peu les mèches, là on a une oblique haussière. Mais à court terme, des acheteurs qui reprennent du poil de la bête. Un niveau clé à franchir, les 1830, pour derrière aller chercher 1850. Et la fameuse oblique baissière. Et si on casse un peu la zone 1850-1860, alors on devrait avoir un redémarrage de la tendance primaire. Pour rappel, tendance primaire haussière, tendance secondaire baissière stable, et on aurait, je pense, un redémarrage assez important si on sort par l'eau de ce triangle. Juste ici. Voilà. Si on coupe les mèches, pour moi, on a un énorme triangle de consolidation. Voilà pourquoi je surveille le niveau des 1850 à venir. Là, à court terme, on est sur une résistance clé. Forcément, si on franchit ce niveau, logiquement, le marché devrait aller chercher les 1850, mais derrière, c'est vraiment ce niveau-là qui va m'intéresser pour la suite et qui permettra de redémarrer à moyen long terme. Même si j'estime que la clôture mensuelle est plutôt encourageante pour la suite. Voilà pourquoi j'ai un début de biais haussier sur le métal jaune. Le silver, toujours dans son range en fait, ici, hop, voilà, on est dans le range. Donc là maintenant, est-ce qu'on va réussir enfin à sortir par le haut du range en 2022? On n'a pas fait grand-chose en 2021, performance négative aussi, moins 12. Mais la stratégie reste la même.
achat en bas, vente en haut, et dans l'espoir d'avoir une cassure par la borne haute du range. Ici, on est en train de former un double creux. Donc, ce serait encourageant que le marché parvienne à remonter jusqu'au 25, qu'on casse. Pour le coup, c'est le milieu de range, mais on aurait un très beau double creux pour aller chercher ensuite les 28,50. Et en cas de cassure, là, on aurait un puissant signal haussier pour l'année 2022. Donc, voilà le plan, le range, achat en bas, possible achat ici sur validation du double creux. On allège ici, on surveille. Et en cas de cassure, il faudra renforcer pour aller chercher, je pense, les 35. En données daily, pour l'instant, ça reprend un peu de hauteur. J'estime qu'il n'y a rien à faire à court terme ici. On est un peu mieux de nulle part. Alors, soit on retombe sur la bande basse et une nouvelle fois, ça peut offrir une opportunité. Sinon, essayer d'attraper le silver durant cette reprise haussière. Dans le cas contraire, comme je vous le disais, c'est le double creux qui est en train de se former. Donc là, pour moi, le niveau qui va m'intéresser, ce sera la cassure des 25,40. Au moins, ça vous donne déjà un aperçu du silver et des niveaux clés à surveiller. Le Brent. Finalement, le Brent a fait sa cassure Tenkan Kijun en données hebdomadaires. Donc, belle cassure. Ça reste haussier. En tout cas, on a plutôt un signal de reprise haussière à long terme. On tente doucement de réintégrer le canal. On est sous zone, par contre. On a une grosse zone de prix vers 79,50, 80. Bloqué par la MM50. C'est vrai que si on affine ce canal en données daily, en prenant le point bas ici, on est pile dessus. Bon, je suis plutôt neutre sur le pétrole. On a des signaux haussiers sur les unités de temps supérieures. Effectivement, maintenant, payer ici, est-ce que c'est judicieux? Je ne pense pas. On est sous résistance, donc aucun intérêt de payer sous résistance. En cas de cassure, oui. En cas de cassure, on aura un très beau niveau. Donc effectivement, avec un stop loss juste ici pour aller chercher les 84,20. Et vendre, non plus. Je ne suis pas convaincu d'une vente, très clairement. Je suis plus convaincu. Là, pour le coup, bon, on a un début de cassure Tenkan Kijun. Malheureusement, Chikou était à peine libre de tout obstacle. Mais pour moi, ça reste aussi, si vous voulez mon avis. Mais le problème, j'attendrai qu'on casse ce niveau pour se positionner dans le sens du flux. Là, c'est un peu tôt, sous résistance, clairement pas, et vendre non plus. Non plus, non plus. On a une reprise haussière assez importante. On est sorti pour le haut du range, cassure Tenkan Kijun. M50 qui remonte, plutôt une phase de respiration, bref. Je pense que les acheteurs continuent de garder la main et que le marché ne s'inquiète plus trop de la pandémie, de l'évolution de la pandémie en tout cas. Et, il y a un événement clé en plus mardi, si je ne dis pas de bêtises, avec l'OPEP. Donc, pas de précipitation encore une fois sur le pétrole, mais un biais haussier. Donc, à surveiller, cassure de résistance. Le light, c'est exactement la même chose, c'est la même configuration que sur le Brent. On a aussi une résistance, mais à court terme, c'est la même chose. Si on bascule en données mensuelles d'abord,
Ok, on est sous zone. Là, on a quand même une très belle zone. Je vais enlever l'Ishimoku. Hop. Voilà. On a une très belle zone de polarité. Ici, la mèche, le spike. Ici, on avait buté. Bull trap, ça retombe. Hop, balle au centre. Bloqué par l'oblique, en plus. Donc, effectivement, on est quand même sur un gros niveau. Est-ce qu'on a eu la caisse sur Tenkan Kijun? Ouais, elle s'est faite en 2 temps. Ouais, quoique, on a ouvert avec le gap baissier. Ok, pourquoi pas. Bon, elle n'est pas aussi belle que sur le Brent, mais on est sur zone, en fait. Donc, si vous étiez acheteur ici, bon, pourquoi pas, ça vous fait une marge d'avance. Mais là, sous zone, pour moi, j'attendrai en fait le franchissement de la zone pour chercher des achats. Comme pour le Brent, c'est vraiment la même situation. Pareil, la même 50 qui bloque, on est sous zone. Vendre, je suis pas convaincu non plus. On n'a pas de chandelier baissier. Maintenant, si on a une grosse bougie qui perce la zone, eh bien, il faudra chercher des achats pour aller chercher 80-82 et pourquoi pas retourner sur les 84. Voilà le plan. Moi, des achats, oui, la condition, franchissement de l'oblique haussière plus de la zone de résistance mensuelle, comme sur le BANT. Et vendre, si on a un beau chandelier baissier dans cette zone, pourquoi pas chercher des ventes, mais pour l'instant, on est sur des doji, un marché qui hésite et plutôt une phase de reprise haussière, donc des acheteurs qui gardent encore la main. Pour finir, les crypto-monnaies avec le Bitcoin. Donc, grosse déception sur le BTC, honnêtement. On va pas se mentir, la clôture mensuelle est juste horrible. Je vous disais de surveiller cette fameuse clôture mensuelle depuis le début du mois de décembre, surtout qu'on a eu l'énorme sell-off. Et là, ce que j'aime pas, c'est la divergence baissière qui est validée. Donc j'espère en tout cas qu'elle va être invalidée. Et hop, hop, caché. Elle est validée. Donc petite divergence baissière. Juste ici. Elle n'est pas bien grosse, mais on a quand même une divergence baissière. Et d'un point de vue technique, c'est 50% de retracement de la dernière vague de hausse. Ce serait les 36 000. Bon, je n'ai pas non plus envie de tirer la sonnette d'alarme trop tôt, tout de suite. Pour l'instant, ça reste prématuré. Je note vraiment des bonnes choses sur certaines cryptos. Mais les grosses cryptos, Ethereum et Bitcoin, la configuration graphique laisse à désirer. Mais quand je regarde d'autres cryptos, il y a des super configurations graphiques, on a eu des belles reprises au cours des dernières séances du mois de décembre, notamment sur les métaverses, notamment sur Polygon, FTM, Avax. Il y a vraiment eu de belles reprises, de belles choses encourageantes, mais sur le BTC et l'Ethereum, la bougie mensuelle est dorée. Voilà. Néanmoins, j'ai pas envie d'être alarmiste trop tôt. Je note tout simplement, pour pas avoir de biais, une configuration baissière de long terme, confirmée. Maintenant, j'accorderai vraiment de l'importance à cette divergence si on inscrit un nouveau plus bas, dans le sens de la tendance. Voilà, ma condition. Si on se fait une clôture hebdomadaire sous les 44 000, honnêtement, je serais plus prudent sur le BTC. Et comme je vous le disais, je n'exclurai pas un retour vers les 36 000 $ pour aller chercher l'objectif des 35%. Pour l'heure, on est vraiment à la croisée des chemins. On avait une belle reprise ici, honnêtement, c'était plutôt encourageant pour la suite. Je me disais, c'est bon, ça va tenir. Et puis là, en 2 séances,
pile à la fin du mois, grosse dégringolade. On est dans un range. On est dans un range, on a eu un petit avalement ici. Mais comme je vous le disais, si on clôture sous les 45 000, alors je serais vraiment très méfiant et j'aurais en tête un objectif à 36 000. Voilà comment je vois les choses. Maintenant, invalidation de la divergence, si poursuite de la stabilisation dans le range, on repart assez rapidement en haut, un peu comme ici. Allez, tac, baisse, stabilisation dans un range sur les 30 000 avant de repartir. Donc là, c'est vrai que ça ressemble un peu à ce scénario. Allez, grosse baisse, on rebondit, boum, range sur les 30 000, une fois, deux fois, trois fois, on teste, boum, ça repart. Et là, pareil, grosse accélération, on remonte, sell-off, et on est dans un range. Bon. Voilà les conditions. Divergence mensuelle validée, certes. Conditions, selon moi, pour valider cette divergence en plus, pour ne pas se précipiter, inscrire un nouveau plus bas en clôture hebdomadaire. Et derrière, scénario de reprise haussière, au contraire, si on casse les 52 050. Voilà pour le BTC. Effectivement, on a eu un avalement haussier ici, donc si certains veulent tenter des achats sur le BTC, pourquoi pas. Néanmoins, je préfère rester en tant qu'observateur plutôt que de vous envoyer un plan de trading actuellement, car je ne suis pas convaincu à 100% de l'avalement baissier. En tout cas, je préférerais chercher, proposer un signal, un plan de trading si on sort par l'eau du range. Voilà ma vision des choses sur le BTC. L'Ethereum, c'est exactement pareil. La clôture mensuelle est horrible. La divergence est validée. Et en plus, on a un avalement baissier. Donc là, vraiment, et je me méfie. Et je me méfie parce que la dernière divergence mensuelle a parfaitement fonctionné sur l'Ethereum. Là, l'objectif est quand même assez bas. Ça donne vers la zone 2560-2480. Pareil, je n'ai pas envie de tirer la sonnette d'alarme trop tôt, trop vite, sans avoir une condition en plus qui confirmerait cette divergence. Pour l'instant, ça se dégrade, enfin du moins la structure mensuelle est vraiment pas jolie, on va pas se mentir. Mais comme sur le BTC, pour moi, pour valider l'avalement baissier, il faut qu'on inscrive un plus bas en clôture hebdomadaire. Donc, qu'on casse notre zone ici. Surtout en données DI. Là, effectivement, ça tenait bien notre zone. Ici, je vous disais, tant qu'on clôture au-dessus de la zone hebdomadaire, les acheteurs gardent la main. Et pour la première fois, on a clôturé sous la zone. En parallèle, on a validé la divergence baissière. Donc la clôture weekly et la clôture mensuelle a vraiment été, moche. Il faut dire ce que c'est sur l'Ethereum. Enfin, pas encourageant pour la suite. Néanmoins, le pire n'est pas certain, comme je vous le disais. Pour moi, ce que je vais surveiller, c'est une clôture hebdomadaire sous les plus bas. Et si effectivement on clôture sous les 3700, alors je n'exclus pas un retour déjà dans un premier temps sur la MM50, ici, vers les 3000 $. L'objectif théorique, c'est les 50%, c'est les 2545 $. Pour l'heure, on a quand même un double niveau de support qui est toujours en place. Avec l'oblique baissière, vous voyez qu'elle a quand même donné un rebond ici, un deuxième rebond là, couplé avec un bas de canal baissier et on est sur zone.
la fameuse zone ici, 3700 et retracement 38,2 de Fibonacci de la dernière vague de hausse. Donc là, voilà pourquoi je ne peux pas non plus... j'invite à la prudence, mais c'est pas une raison de tout jeter par la fenêtre, si vous voulez mon avis. Si vous êtes un holder, c'est pas une raison de paniquer maintenant. On note les points négatifs qui sont sur les unités de temps mensuelles, que ce soit sur le BTC ou l'Ethereum. Maintenant, on affine sur les unités de temps plus courtes et on note les seuils d'invalidation de la divergence, ou au contraire de validation qui feront que le marché a potentiellement les capacités d'aller chercher plus bas et d'entamer un mouvement correctif assez profond. Donc, des signaux mensuels validés, néanmoins, qui nécessitent une confirmation sur les unités de temps plus courtes, notamment daily et hebdomadaire. Et pour l'instant, je ne veux pas dramatiser tant qu'on n'a pas de clôture sous ce niveau-là, sous les plus bas ici. Voilà mon seuil que je vais surveiller pour les jours à venir. Car on peut très bien venir taper un rebond, rebondir. Effectivement, si on sort par le haut de ce canal, très largement invalider notre divergence mensuelle et notre avalement baissier derrière. Mais en cas de clôture sous ce niveau, j'ai bien peur que le marché aille chercher les gros niveaux de support derrière. Effectivement, donné 4 heures, ici on avait cette belle sortie de biseau par le haut. C'est retombé à plat complètement. C'est vrai que là, les 2 dernières séances du mois de décembre ont été vraiment catastrophiques. Et ça, c'est vraiment dommage. Maintenant, comme je vous le disais, il n'y a pas de raison de paniquer tout de suite. En tout cas. Là, pareil, on est en train de faire un beau double creux en données 4 heures. On est venu valider. Donc, si ça repart, tant mieux. Et ce serait même très bon et encourageant par la suite si on parvient à repasser au-dessus des 4180. Voilà, ça, c'est un niveau clé en données 4 heures, le niveau des 4180-4200. Espérons qu'on ait eu une frayeur en données mensuelles et qu'au final, le marché va repartir car les niveaux qu'on a identifiés en données weekly et daily ne sont pas franchis. Au contraire, des petits signaux de reprise haussière sur l'Ethereum avec le double creux et potentiellement un range sur le BTC. En tout cas, notez les niveaux que je viens de vous citer pour ne pas réagir à chaud. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades, soyez prudents sur les marchés et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.